Bonjour Gérard Filoche. Bonjour, ça Merci. va? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Surtout, Gérard, tu es le cofondateur de GDS, Gauche démocratique et sociale, et surtout, tu viens de publier cet ouvrage Mai 68, une histoire sans fin. Tu as Euh, vu, ça pèse 1,5 kg, comme le voilà, code du travail. Comme on ne le le voit code du pas, travail. mais c'est très lourd et c'est le tome 2. C'est publié aux éditions, je ne sais plus d'ailleurs, si Atland. Atlan. Tu y reviens notamment sur tes combats, ceux de tes camarades, et comme toujours, cette obsession, juste obsession, reconstruire une grande maison commune de la gauche unie, pluraliste, démocratique, sur un vrai programme de transformation sociale, comme tu l'écris d'ailleurs. Alors, ce projet à court terme, en tout cas, semble encore un peu compromis aujourd'hui. On va y revenir, mais d'abord un mot sur 68. Est-ce que ce n'est pas le principal problème de la gauche finalement? Est-ce qu'elle n'est pas un peu restée bloquée dans le passé, dans la nostalgie des révolutions passées? Au contraire, mais 68, c'est l'avenir. C'est inachevé. Et c'est ce qui germe derrière toutes les questions politiques qui se posent à nous. Mai 81, la victoire de Mitterrand, c'était un effet différé de mai 68. Novembre-décembre 95, c'était une autre variante possible de mai 68. Et d'ailleurs, la victoire de Jospin en 97 a été un effet différé de novembre-décembre 95. Il faut mettre toujours les questions électorales en relation avec les luttes sociales. Sinon, on ne les comprend pas. Ouais. Alors justement, si je t'ai invité quand même, c'est parce que tu fais quand même partie de ceux qui ne lâchent jamais l'affaire du rassemblement, de l'union des gauches. Pourquoi personne ne semble en vouloir de ce rassemblement, de cette union des gauches? Ben, il y a des moments donnés où, quand le mouvement social n'est pas assez puissant, les appareils se croient tout permis. Et quand les appareils sont divisés, on en a la preuve vivante, et ben c'est moins bien pour les masses. Ils ont chacun leur bout de gras à défendre, leurs intérêts. Ils disent toujours que ce qui ne va pas, c'est la faute de l'autre. Il y en a un qui n'est pas assez républicain, l'autre qui l'est trop. Il y en a un qui a mal fait il y a 5 ans et c'est trop tard pour bien faire aujourd'hui. Ils ont toujours des prétextes qui permettent de conforter leurs petits appareils. Et là, je peux dire un mot sur appareil, parce que souvent, c'est pas bien compris dans les débats que je vois sur les réseaux sociaux. Mais les appareils, c'est pas des méchants, des Deus ex machina. C'est que dans la gauche, par définition, toujours, partout dans le monde et dans tous les siècles, il y a eu des appareils. Parce que quand un parti se construit, il vise à prendre le pouvoir. Et quand il approche le pouvoir, évidemment, la principale réponse des dominants, c'est la corruption. Oh, pas la corruption méchante, non. Enfin, c'est l'attirance. Donc petit à petit, l'appareil, il a la tête dans les institutions et les pieds chez les salariés. Ouais. Et il y a une opposition entre les deux. Quand on le comprend, on vit mieux. Parce que quand on croit que c'est seulement la faute aux gens, on dit ah ben ils sont tous pourris. Non, c'est pas ça. Il y a des raisons matérialistes, objectives à ce que ça existe. Et là, Ouais. on voit ça de façon criante quand même. Depuis 60 ans que je milite, jamais j'aurais cru voir une situation Bah, pareille. ne dis pas ça parce que j'allais dire justement que quand on est un peu déprimé à gauche, on va sur le compte Twitter de Gérard Filoche, on se dit c'est bon, il y en a qui en veulent, il y en a qui y croient encore. Tu y crois encore à la victoire de la gauche en 2022? Ah, mais moi, entre guillemets, je suis pour exclure tout camarade proche de moi qui dit qu'il n'y croit pas. Hein. Je veux dire, tant que vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas le droit de considérer que c'est perdu. En 2017, on avait même fait des tracts pour l'unité à Hamon-Mélenchon. Je crois tous les samedis, place de la République, on était Ouais. plusieurs centaines et plusieurs d'entre nous étaient allés à un siège de Hamon, l'autre était allé au siège de Mélenchon pour essayer de dire jusqu'au dernier moment, passer un accord public. Il y en a un qui se désiste. Parce que je suis un de ceux qui, au moins par expérience, c'est ça. Quand il y en a qui disent mais l'addition des deux, ça, au contraire, il y en a même qui disent du côté les filles, s'ils faisaient l'accord, je ne voterais plus. Ouais, il y aurait quelques dizaines de milliers de sectaires qui ne voteraient pas parce qu'ils sont puristes et un peu la tête dans les nuages. Mais des millions de gens viendraient voter parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est l'abstention et l'abstention est due à la division. Ouais. À gauche, quand même, ceux qui donnent le ton, en tout cas pour l'instant, et si on en croit les instituts de sondage, ceux qui donnent le ton, c'est Mélenchon, qui est loin devant à gauche, et le candidat communiste, qui est une surprise de cette élection, Fabien Roussel, qui dépasse souvent ses concurrents dans les sondages. Il y a clairement un changement de rapport de force à gauche. Quand il n'y a pas longtemps, justement, c'était plutôt la social-démocratie, le Parti socialiste qui dominait. Euh, Comment tu perçois ça, toi qui as été un militant socialiste en plus? Mais enfin, j'ai écrit ce gros livre pour expliquer en quoi Hollande et Valls avaient trahi le PS lui-même et la gauche tout entière.
Et donc, ça laisse des séquelles profondes. Il y a des gens, 5 ans après, s'en sont pas encore remis. Donc, évidemment, ça a remodelé la gauche. Et d'ailleurs, ça n'a pas fini, hein, parce que le remodelage et la reconstruction de la gauche n'en est qu'à ses débuts. Moi, je rêve d'un congrès du globe. C'est le congrès de 1905 où Jaurès avait réunifié 10, 12, 14 fractions diverses. Il avait été aidé par la Deuxième Internationale. Il y avait 296 délégués, c'était boulevard de Strasbourg, pas loin de chez moi. Et ils avaient à ce moment-là refondé la SFIO, qui a été l'ancêtre du Parti socialiste et dont on dit qu'elle était le parti de Jaurès. Le Congrès du Globe, en plus, ça sonne bien aujourd'hui, Congrès du Globe, où tout le monde participe. C'est là, il faut se mettre d'accord sur des statuts, c'est très important. La démocratie méticuleuse, avec l'expression des sensibilités, des tendances. Pas de césarisme, de la démocratie, parce que ça fait participer tout le monde se sent bien et mieux. Et ensuite, on cherche ce qu'il y a de points communs. On ne va pas pinailler sur de vieilles histoires ou sur des questions lointaines. On va à l'essentiel de ce qui concerne le salariat, le salaire, la réduction du temps de travail, le droit du travail, l'empêchement des licenciements, la défense de la sécurité sociale. Je prends un exemple, la sécurité sociale. C'est sans doute, si Macron est réélu, le pire qui va nous arriver. Il veut supprimer les cotisations sociales, donc mettre fin au fait que la sécurité sociale soit basée sur le salaire et le travail. Et fin au fait que ce soit les patrons qui payent. C'est une contre-révolution d'une ampleur que les gens ne soupçonnent pas. Ils n'en ont pas encore idée, ils ne croient pas que c'est possible. Et pourtant, c'est ce que Macron dit. Je vais supprimer les cotisations sociales et tous les candidats de droite disent on va rapprocher le brut du net. Donc, les choses sont affichées. Eh ben, savez-vous qu'il y a eu un appel pour les 75 ans de la sécurité sociale magnifique qui dit qu'on défend la grande sécu, qu'on mettra fin aux complémentaires et à tout ça, qu'on aura une sécu unique, qu'on aura une cotisation proportionnée, que ça sera pour tous les salariés et travailleurs indépendants pour qu'ils puissent y accéder, que ça sera réparti selon les besoins de chacun. Enfin, un texte magnifique. Et ben, c'est signé par Bayou, par Jadot, par Mélenchon, par Faure, par Hidalgo, par Roussel. Ils ont tous signé ça. Rien que là-dessus, je ferai un bloc, moi. Parce que comme c'est la question principale, il n'y a pas besoin de parler de 50 autres choses dans notre passé ou notre futur. Il n'y a qu'à dire on défendra la sécurité sociale, on va l'améliorer dans une grande sécu. Ça veut dire pour toi qu'aujourd'hui, il y a une mise en scène des désaccords pour ne pas parvenir précisément à un accord de gouvernement ou en tout cas une… Mise en scène, non. Le pire, c'est je crois qu'ils y croient. Ils ne font pas semblant. Mais quand Mélenchon dit, par exemple, je ne comprends pas, Fabien Roussel, on est d'accord à 95% de nos programmes sont d'accord. Mais enfin, Roussel lui a dit au début, quand il s'est présenté, Mélenchon a dit faisons un accord. Roussel a dit tu me l'aurais dit l'année dernière. Je veux dire, là, il fallait pas faire comme ça. Il fallait faire, écoutez, je réunis ceux qui peuvent être d'accord avec moi. Faisons un comité de campagne. Et si vous voulez bien, moi, Mélenchon, je serai le candidat. Allez, en 2019, le temps passe si vite, il y a 3 ans déjà, même Olivier Faure avait dit à Blois je suis pour que Jean-Luc Mélenchon soit candidat s'il est unitaire. S'il y a des divergences, nous allons les trancher dans le débat et même on pourra faire des consultations populaires pour y arriver. Enfin, quand vous avez le chef même d'un appareil devenu tout petit, mais qui vous dit ça, vous avez 2 attitudes en disant non, t'es trop con. De toute façon, tu es la tête d'un appareil, je ne parle pas avec toi. Ou alors vous dites bon, voyons, essayons, discutons et on y arrive. Et qu'est-ce que tu dis à ceux qui, alors chez les communistes, beaucoup nous disent finalement Mélenchon c'est le candidat de la social-démocratie. Est-ce que c'est pas un peu vrai? Genre, il se revendique beaucoup de Mitterrand, pas de critiques phares ou en tout cas importantes des années Jospin. Anne Hidalgo a 2% des intentions de vote et Jean-Luc Mélenchon a un peu plus de 10%. Est-ce que finalement, ce n'est pas lui le candidat de la social-démocratie? Alors, une social-démocratie radicale, peut-être, de transformation sociale écologique, mais je crois que chercher l'étiquette n'est pas la bonne façon. Bon, moi, personnellement, je suis social-démocrate, socialiste, communiste, trotskiste et anarchiste. De gauche, quoi. La gauche et tout ça. Alors, pourquoi chercher à l'étiqueter alors qu'il a des moments où il est très radical et très, parfois un peu gauchiste, puis il y a des moments donnés où il surprend parce que quand il dit qu'il gouvernera
comme De Gaulle, je me méfie. Quand il dit qu'il veut un compromis avec le patronat national, je me méfie. Quand il dit que la démocratie, c'est pas si important que ça, je me méfie. Mais après, quand il dit je suis pour les 32 heures, je suis pour la retraite à 60 ans, je suis pour le SMIC à 1800 euros, je suis contre la précarité, je suis pour une grande sécu, quand il dit je suis pour une sixième république, une constituante, je suis pour. Ouais. Donc, Donc, elle a raison. pourquoi Elle a raison, Ségolène Royal, quand elle dit qu'il est le candidat, enfin, en tout cas le vote utile de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. j'ai pas d'ennemis à gauche et je veux polémiquer avec personne. Mais Ségolène Royal, elle dit tellement de choses que je ne croirais pas cette dernière phrase. Tu la crois, c'est-à-dire que tu la crois pas sincère dans son engagement quand elle dit ça, ou tu ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon soit le candidat du vote utile? C'est deux choses distinctes. Je crois que ce n'est pas la parole de Ségolène Royal qui va arbitrer le problème que nous avons. Ensuite, après, est-ce que c'est le vote utile? Mais c'est là-dessus maintenant que les amis de Jean-Luc Mélenchon jouent. Vote utile, vote utile, vote utile. Je veux dire, je n'entends plus le fond du programme, quoi qu'ils en disent. C'est cette question. Regardez, on est devant, ralliez-vous, allez-y, pas une journée de perdu. Ça, le vote utile, ils étaient contre il y a 5 ans, il y a 10 ans. Le vote utile, il fonctionnera de toute façon. À la fin, ils savent bien, c'est ça qui va fonctionner. Sauf que le vote utile, ça ne crée pas d'élan, ça ne crée pas d'acquiescement, ça ne crée pas d'adhésion, ça ne fait pas se déplacer les gens. Alors on me dit, oui, mais il y a beaucoup de monde dans les meetings. Mais il y a toujours beaucoup de monde dans les meetings. Et nous savons par expérience, moi j'en ai fait des meetings avec 10 000 personnes dans la salle, puis on avait 1% des voix à l'arrivée. Je suis mitridatisé par rapport à ça. Par contre, il est tout à fait possible de dire, si on se rend compte, si on travaille dans des collectifs communs, s'il y a des vrais comités unitaires. Non, non, l'unité est déjà faite dans LFI, dans l'unité populaire. Mais tout le monde sait bien que non. Il s'agit d'un comité de soutien. Et faire l'unité, c'est rencontrer les gens, les respecter. Comme disait Jaurès, c'est ne pas leur faire grief de leurs positions antérieures. C'est les respecter dans la plénitude de leurs personnes, de leurs militants, de leurs associations. Et là, on voit bien que c'est le gros problème de l'équipe qui travaille autour de Jean-Luc. Un mot sur les désaccords. Alors, peut-être pas sur les désaccords, mais quand on voit, par exemple, les gauches s'affronter, quand on voit Sandrine Rousseau, par exemple, attaquer Fabien Roussel pour savoir qui est woke, qui ne l'est pas, qui est moderne, qui ne l'est pas, qui est progressiste, qui ne l'est pas, qui est conservateur, qui est raciste parfois même, qui ne l'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas de gauche, alors pas irréconciliable, mais il n'y a pas de gauche qui, de plus en plus, ne parle pas le même langage? Non, non, je ne crois absolument pas ça. En plus, j'ai déjà vu ça après mai 68, sans jouer les vieux. Hein. WOC, c'est pas très neuf. Hein. Il y avait des discussions sur toutes les variantes de l'oppression et la part par rapport à l'exploitation. On Mais avait toujours t'entends, tranché. Gérard, t'entends quand même dans ce que je disais, je le disais de manière un peu ironique, mais je me souviens aussi, je parlais de Sandrine Rousseau et Fabien Roussel, mais je me souviens d'un débat entre Sandrine Rousseau et Yann Brossa dans Libération, où on sentait que Yann Brossa expliquait que la gauche avait abandonné les classes populaires et notamment la question sociale, et que Sandrine Rousseau disait il n'y a pas de hiérarchie. Alors Yann Brossa ne disait pas qu'il y avait une hiérarchie, mais il disait qu'il fallait grosso modo reprendre le combat de la Ah, ben lutte des classes. moi, je dis qu'il y a d'abord une hiérarchie, parce que c'est ce qui fait tout, c'est l'exploitation. Hein, si on croit qu'on va dépasser la lutte de classe par les luttes de catégories ou de minorités opprimées, ça ne sera jamais le cas. La lutte de classe domine tout, absolument tout. Le pognon, le fric, le travail, le chômage, l'exploitation, les accidents du travail, l'absence de dignité, c'est ça qui domine tout. Puis à l'intérieur de ça, il y a toutes les variétés de l'oppression que telle ou telle catégorie de salariés ou non salariés ou de travailleurs ou de jeunes ou de femmes ou de personnes âgées. Parce que maintenant, je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui me disent « Prends ta retraite, vieux ». Alors moi, je sais bien, quand j'étais jeune, je parlais des croulants, mais c'était sympathique. Tandis que maintenant, quand on dit ça, c'est plutôt agiste. Et l'agisme, par exemple, c'est l'égalité du racisme, c'est l'égalité du sexisme. J'y suis vigilant, moi, à mon âge, contre l'agisme. Mais il faut tenir compte de tout ça, parce que c'est hideux dans l'humanité de s'en prendre aux plus âgés. Hein. Alors donc, c'est une question de hiérarchie. Il y a une question de hiérarchie. Il y a une question de compréhension globale du monde et de la marche du monde pour sa transformation. Je suis toujours un militant pour la révolution socialiste. Et la révolution socialiste, elle réglera les problèmes de Sandrine Rousseau comme ceux de Yann Brossa. Un mot sur l'après-élection présidentielle, il y aura les élections législatives. Alors justement, cette gauche aussi divisée aujourd'hui, est-ce qu'elle peut se rassembler après l'élection présidentielle? Et surtout,
est-ce qu'elle peut avoir une crédibilité à se rassembler après avoir été tant déchirée? Ah ben là, je suis le plus optimiste du monde, tu l'as dit tout à l'heure au début de la conversation. Mais là, je suis un peu pessimiste, parce que dire qu'il pourrait y avoir un accord de la gauche en juin alors qu'elle n'a pas eu lieu en avril, le récit va être très dur à faire aux électeurs. Hein. Très, très dur. Et je vois que ça commence mal. Je vois nos amis verts qui disent on va présenter 577 candidats, on va présenter Benjamin Lucas, quête génération, contre Hugo Bernalicis, on va présenter Karima Deli contre Adrien Adrien Quatennens. Quatennens. Oh, bah, enfin, c'est invraisemblable de commencer comme ça, quoi. Alors, vous aurez 577 candidats PS aussi, parce que l'appareil du PS, qui a beaucoup de difficultés, dira bah, si tu ne présentes pas Olivier Faure, si tu ne présentes pas des candidats partout, c'est que tu veux liquider le parti. Donc, ils présenteront des candidats partout. Et après, vous aurez le PC qui dira oh, j'ai fait un bon score, je suis à 2, 3 ou 4, voilà, donc je présente des candidats partout. Bon, puis après, vous aurez, il y aura les filles. Et les filles, pour l'instant, ils ne participent pas aux discussions dans les circonscriptions. Il y a un mot d'ordre national, on attend le résultat de la présidentielle. Et après, ça sera comme la dernière fois, il y aura une charte pour que tous les candidats et les filles soient sous un même sigle et sous un même nom, y compris pour les questions financières, et bien, puis tout sera verrouillé. Je dis parfois, moi, avec tristesse, que c'est peut-être le risque pour la première fois depuis un siècle qu'il n'y ait pas du tout de députés de gauche. Et que ça arrive comme à PACA, ou dans le Grand Nord la fois précédente, ou dans le Grand Est. Ce Parce serait qu'ils quoi la sont bonne méthode, Gérard, alors? bon, bah, là, je veux dire, elle coule de source. C'est celle qui aurait dû avoir lieu pour les présidentielles. C'est de faire des AG communes de toute la gauche dans les circonscriptions, de trouver les moyens de trouver un candidat, je dirais, à la méthode du printemps marseillais, de trouver le candidat qui correspond plus à la circonscription, et puis au besoin, sinon, de faire une primaire dans la circonscription. Enfin, trouver toutes les modalités démocratiques qui permettent de n'avoir qu'un candidat de gauche par circonscription, avec la même chose. Pour ça, il faut avoir une référence sur une plateforme. Ouais. Et la plateforme, c'est toujours le même problème. Et 1 800 € pour le SMIC, 32 heures pour la semaine, 60 ans pour la retraite, pas plus de 20 fois le SMIC pour les salaires maxima, et puis pas plus de 5% pour les de non-CDI dans une entreprise. Vous savez qu'en Allemagne, même Merkel, avec le SPD, ils ont fait passer qu'il n'y aurait pas plus de 2,5% de précaires par entreprise dans les plus de 300. On en est en retard, nous. On est en retard. Je ne comprends même pas comment on arrive à faire ça. Ensuite, après, on va me dire qu'il y a des divergences, le nucléaire. Mais le nucléaire, il y a déjà eu 2 fois des accords. On doit pouvoir retrouver une solution pour trouver le compromis pour en sortir. Moi, je suis pour en sortir. Je ne sais pas quand, parce que je ne suis pas assez technicien pour vous dire si c'est en 45 ou en 55. Et très doué sera celui qui devinera. Bon, et là, après, on dit c'est l'Europe. Mais sur l'Europe, les divergences, elles sont aplanies. On remarquera aujourd'hui que tout le monde dit si on gagne, on appliquera notre programme et on verra les conséquences face à l'Europe pour la transformer. Moi, j'ai un slogan simple Macron-xite. Et puis après, transformons la France pour transformer l'Europe. Et on avancera, on appliquera notre politique, c'est une question de volonté politique. Et à ce moment-là, les choses changeront. D'ailleurs, tous les traités actuellement, ils sont tous violés, entre guillemets. Hein. Même Maastricht, ils n'en veulent plus, tout ça, etc. Alors bon, ça doit être possible de traiter l'Europe. Et tout le monde est d'accord. On aurait pu y être avec Hamon Mélenchon il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est possible. Il y a 80-90% d'accord à gauche, bon sang. On peut le faire, ce congrès du globe, et mettre tout le monde. Alors, je sais bien que des statuts pour que ça plaise à la fois à Hidalgo, à Mélenchon, à Roussel et à Bayou, ça va être dur. Mais vous vous rendez compte que si on y arrivait, on serait au pouvoir. Ça ne dure pas 15 jours après. Hein. Il y a des élections anticipées. Dès que la gauche est unie, la solution est là. Ça, c'est mon plus grand optimisme. Parce que la gauche est majoritaire à la base. Il faut enlever ces appareils qui l'empêchent d'apparaître au sommet. J'ai une dernière question pour toi, Gérard, mais j'ai bien entendu le message sur le Congrès du Globe et ça va peut-être être ta réponse aussi. Mais le soir du second tour des législatives, c'est quoi le calendrier pour la gauche? Ça se jouera dans les mobilisations sociales? Ah bah oui, mais on sait bien que les mobilisations sociales sans issue politique, il faut que ce soit lié. Hein. On ne peut pas avoir. Les gens s'interrogent. Je veux bien me battre, mais je vais avoir quoi? Si on vient de perdre parce que ces zozos, ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord, les gens diront c'est pas la peine que je bouge. Donc, il faut restaurer un espoir politique pour redonner de la vigueur aux luttes sociales. J'invente rien. Hein. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Et donc, après, le deuxième tour des législatives, ce sera évidemment ça. Et comment peut-on faire
les prémices, le comité de liaison, le comité, je m'en fous de trucs muscles, où tout le monde puisse commencer à discuter, ce qui n'aura pas été fait avant, il faudra le faire après, où tout le monde commence à discuter, et je trouve que c'est joli le congrès du Globe, c'est joli, c'est joli. Allez, on va terminer sur le congrès du Globe. Puisses-tu avoir raison et donner des idées à d'autres. Merci pour ta bonne humeur, merci pour ta détermination et aussi ton optimisme. Je le rappelle, Mai 68, une histoire sans fin, tome 2, les années PS, 94-2017, c'est aux éditions Ça a été un gros travail, mais vous allez y apprendre plein de choses. Tout ce qui s'est passé dans le PS, tout ce qui s'est passé dans la gauche socialiste. Et nous avions comme idée qu'il fallait nous opposer dans le PS, mais qu'on ne gagnerait pas dans le PS. Qu'on ne pouvait gagner que s'il y avait un mariage de l'opposition à l'intérieur du PS avec le mouvement de masse et le reste de la gauche. Et c'est ça, on a abordé en 2016, on y était presque. Ouais. Mais on va y arriver. Il ne faut pas cracher sur les militants du PS. Il faut les entraîner avec nous. Allez, merci Gérard, à bientôt. Oui.